Donc, exemple sur indépendance, si A et B sont incompatibles, on va vérifier la définition. Premier point, enfin premier côté, pardon. P de A inter B, ça s'avère être égal à P du vide égale 0. Conséquence ici, d'un côté de la définition, on a P de A inter B qui vaut 0. Conséquence, A et B indépendants. C'est censé être équivalent à P de A fois P de B égale P de A inter B. Et donc, égale 0. Conséquence qui est du coup assez directe. Si les éléments A et B sont non négligeables, dans ce cas-là, P de A fois P de B sera différent de 0, donc il ne sera pas indépendant. En revanche, si P de A égale 0 ou si P de B égale 0, dans ce cas-là, on aura l'indépendance. Alors, encore une fois, après coup, c'est intuitivement, finalement, c'est assez logique. Ce qu'on a dit, c'est que connaître grand A apportait en général une information sur B. Mais si P de A vaut 0, c'est-à-dire qu'en fait, l'événement grand A, il est négligeable. Donc, connaître une information négligeable, c'est pas censé apporter d'information. Donc, dans ce cas-là, on aura l'indépendance qui va persister. Voilà, c'est juste une petite vérification. Deuxième exemple, dans l'ordre, j'avais mis lequel? Oui, si on a un événement négligeable et avec un autre événement. Si P de A égale 0, donc là c'est un deuxième cas, donc là, oula, c'est pas ça que je voulais. Premier cas, c'était si A et B incompatible. Deuxième cas, si P de A est égal à 0. Dans ce cas-là, hop. Alors, A et B, 1D. Pendant, ça va être équivalent à, on met la définition vite fait, P de A inter B égale P de A fois P de B. Ce qui va donc être équivalent à P de A inter B égale, ici égale 0. Conséquence, dans le cas où l'événement A est négligeable, il va être indépendant d'un autre événement B si et seulement si P de A inter B est égal à 0. Alors attention, a priori ça ne veut pas forcément dire que les événements sont incompatibles, parce qu'a priori, je fais toujours attention, je prends des pincettes, on peut avoir un événement non vide, mais qui a une probabilité nulle. Mais ça va donc être équivalent à, si on veut l'écrire de manière plus précise, A inter B négligeable. Voilà, une petite traduction. Est-ce que jusqu'ici on est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Comment on traduit deux événements incompatibles? Alors, événement incompatible, je peux le remettre là-haut. Donc, A et B incompatibles, définition, c'est que l'intersection est vide. Il ne peut pas y avoir les deux événements simultanément. Alors, dernier petit exemple, pareil, alors je vais peut-être arriver à le caser en dessous. Cette fois-ci, c'était si on a grand A égale oméga, c'est-à-dire l'événement certain. Donc, tac, tac, tac. Alors, bougez pas 2 secondes. Hop là. J'ouvre un peu la fenêtre pour faire un peu d'air. Alors, si A est égal à oméga, hop, même principe. On veut traduire A et B indépendants.
Alors, du coup, A et B indépendants. C'est équivalent à, alors cette fois-ci, ça fait P2. Alors, si grand A égale oméga, c'est oméga inter B égale P de oméga fois P de B. Traduction en dessous. Oméga inter B, c'est égal à B tout court. Donc on se retrouve avec P de B est égal à P d'oméga, bah, c'est égal à 1 fois P de B. Autrement dit, P de B égale P de B, toujours vrai. Conséquence, l'événement certain, il est indépendant de tout le monde. Est-ce que P2 égale 0 égale en A égale ensemble vide? Alors non, justement. Alors, en général, a priori, non. Tout simplement, alors, en fait, il faut vite aller sur des probabilités non finies pour avoir des exemples un peu plus pertinents. Mais vous verrez des événements où, notamment en deuxième année, où ils ont une probabilité nulle, mais pour autant, ce ne sera pas l'événement vide. Donc, faire un petit peu attention. Et de même, avoir une probabilité égale à 1, ça ne veut pas forcément dire que c'est grand oméga tout entier. A priori, pour des petits pièges. Donc je vais mettre un petit attention quelque part. Donc on peut avoir P2 égale 0 avec A différent de l'ensemble vide. C'est une petite subtilité. Est-ce que on est bon sur ces petits exemples? Incompatible et indépendant. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Des événements incompatibles, c'est qu'ils ne peuvent pas se réaliser simultanément. Et justement, c'est un petit peu la morale qui est au-dessus ici. Je vais la rajouter. Hop, bon, je vais mettre en rouge. Si vous mettez une morale pour le premier point, sauf exception d'événements négligeables, mais deux événements incompatibles ne sont pas indépendants. Alors, deux événements incompatibles, du coup on va préciser, je vais le mettre ici, non négligeables. Oula, c'est pas la joie là, bon c'est pas grave. Donc, sauf l'exception d'événements négligeables, si des événements sont incompatibles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être réalisés simultanément. Autrement dit, avoir des informations, enfin connaître un événement, signifie qu'on sait que l'autre ne peut pas se vérifier, donc c'est cohérent avec le fait qu'il n'y a pas d'indépendance. Des événements indépendants, c'est avoir la connaissance de l'un n'apporte aucune information sur l'autre. D'où le P de B sachant A égale à P de B. J'ai pas compris pourquoi P de oméga inter P de oméga inter B égale P de B. Tout simplement parce que c'est grand oméga. Donc si c'est grand oméga, l'univers tout entier, oméga égale inter B, ça fait oméga. Donc là ici c'est oméga, c'est l'univers tout entier. Donc là il n'y a pas de piège du tout, on simplifie totalement. J'espère que c'est bon. Ok, parfait. Alors, on va enchaîner. Hop, je repars sur le PDF que je vous mets un petit peu plus grand. Je laisse le petit tableau à côté en petit. Hop, hop. Alors, si on avance un petit peu. Alors là, le passage de la définition à la proposition 7, c'est juste en divisant par P de A. Donc normalement, avec la définition, c'est automatique. Je ne vais pas vous faire l'affront de le démontrer. Ensuite, si on a, non pas deux événements, mais toute une famille d'événements. Là, il faut faire attention, il y a deux notions d'indépendance en parallèle. Vous pouvez avoir des événements 2 à 2 indépendants, et vous pouvez avoir des événements mutuellement indépendants. C'est quoi la nuance? 2 à 2 indépendants, tout est dans le nom, c'est-à-dire que dès qu'on en sélectionne 2, ils sont indépendants. Autrement dit, dès qu'on prend un indice I et un indice J, différents bien sûr, P de I inter J est égal à P de I fois P de J.
Mutuellement indépendants, on demande beaucoup plus. Ça veut dire qu'on ne demande pas que pour deux indices. Là, par exemple, si j'écris à côté, là, c'est deux indices. Là, ici, c'est plein d'indices. C'est un peu imagé, mais c'est un peu ça l'idée. Demander qu'une égalité est vraie pour toutes les sélections d'indices grand I de 1 à n, c'est beaucoup plus contraignant que de le demander que pour les indices 2 par 2. En particulier, si des éléments sont mutuellement indépendants, on demande que la probabilité d'intersection soit égale au produit proba pour tous les indices I. En particulier pour les grands I avec deux indices, on va retrouver des éléments 2 indépendants. Donc, cette notion de mutuellement indépendant, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'elle est beaucoup plus contraignante, on demande beaucoup plus exigeante que 2 à 2 indépendants. Et il y a plein de situations où on aura besoin de mutuellement indépendants. Alors, en général, petite parenthèse sur indépendance, deux cas de figure. Ou bien, c'est dans un énoncé où vous avez une hypothèse d'indépendance qui est faite pour que, à un moment donné dans le calcul, vous utilisiez que la probabilité d'intersection, c'est la probabilité proba. Donc, ce sera juste une hypothèse qu'il faudra faire à un moment donné. Ou bien, question plus occasionnelle mais qui arrive, on vous demande si certains événements sont indépendants les uns des autres. S'il y en a deux, bah c'est facile, on fait le petit produit à la main. S'il y en a plus, bah, si on veut les indépendances 2 à 2, bah, il faut faire tous les petits calculs. Et si on veut l'indépendance mutuelle, bah, il faut faire toutes les sélections d'indices. Alors, par exemple, si on a 3 événements, vous faites un petit calcul. Combien est-ce qu'il y a de sélections d'indices parmi 3 indices possibles? Bah, c'est tout simplement le nombre de parties d'un ensemble à 3 éléments, c'est-à-dire 2 puissance 3, 8. Si on a 2 à 2 indépendants plein de fois, on retrouve mutuellement indépendant. Non. Non, non, non. On va faire un exemple juste après. Alors, il sera un petit peu fastidieux, mais on va essayer de le faire assez vite. Ouf. On peut avoir des événements qui sont tous deux indépendants, tous 2 à 2 indépendants, mais ils ne sont pas mutuellement indépendants parce qu'il y aura une seule des égalités qui ne sera pas vérifiée. Donc ça, on va voir juste après. Alors, ce que je vais juste souligner avant de passer à cet exemple, là, des événements mutuellement indépendants sont aussi 2 à 2 indépendants. Parce que pour le mutuellement indépendant, c'est l'intersection d'un nombre fini quelconque de AI. Petit exemple. Si vous avez un dé, parfaitement équilibré, c'est pour vous dire que voilà, il n'y a pas de piège, on le lance 2 fois de suite successivement. On considère les événements suivants, la somme des chiffres vaut 7, le premier chiffre est supérieur ou égal à 4, le deuxième chiffre est supérieur ou égal à 3. On va se rendre compte, on va faire le petit calcul, les éléments A, B et C sont 2 à 2 indépendants, mais ils ne sont pas mutuellement indépendants. Donc là, on va poser le petit exemple sur le brouillon, enfin sur le tableau plutôt. Alors, je vais faire une micro-capture comme ça, on les aura. C'est ça que je voulais. Hop là. Tac, page suivante. Et on copie ça dans un petit coin. Comme ça, j'aurai ma petite référence si besoin. Alors, ici. Exemple. 2 à 2 indépendants. N'entraîne pas mutuellement indépendants. Alors, il y aura un peu de calcul à noix. Bon, voilà. Mais bon, malheureux. Enfin, c'est l'exemple type, l'exemple classique qu'il faut faire dans ce genre de situation. Alors, premier temps, on va faire les P2A, P2B, P2C. Après, on va vérifier, on va faire les P2 inter B, P2 inter C
P de B inter C pour vérifier l'aspect 2 à 2 indépendant. Et on fera, et on fera ensuite le P de A inter B inter C pour vérifier que là, ça ne correspond pas à P de A fois P de B fois P de C. Donc c'est au final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calculs de proba différents, comme on l'avait dit. Alors, on y va dans un jeu à la bonne humeur. Alors ici, premier point vite fait, au niveau du modèle. Ici, on lance 2 dés successivement, il y a des répétitions, il y a un ordre. Donc, grand oméga, c'est les listes de 2 éléments de 1, 6. La probabilité, c'est la probabilité uniforme, autrement dit P de grand E en général, c'est cardinal de grand E sur cardinal d'oméga, c'est-à-dire cardinal de grand E sur ici 36. Bon, voilà, là c'est du bateau. Maintenant, si on s'intéresse à l'événement grand A, la somme des chiffres vaut 7. Bah, c'est simple. Grand A, c'est quoi? C'est tous les couples de grand oméga qui vérifient que la somme vaut 7. Autrement dit, je vais juste souligner ça, comme ça ce sera fait. On va avoir... Ah mince. Le couple 1 suivi de 6. On va avoir le couple 2 suivi de 5. Là, c'est très moche. On va avoir le couple 3, 4. On va avoir le couple 4, 3. On va avoir le couple 5, 2. Et on va avoir le couple 6, 1. Autrement dit, bon, je vais le mettre à côté. P de A, donc on a 6 couples, c'est 6 sur 36. Égale un sixième, bien sûr, si on veut simplifier. Bon, voilà. Ensuite, pour le B, B c'est le premier chiffre est supérieur ou égal à 4. On va donc se retrouver avec on va tous les écrire ou pas? Ouais, bon, on va tous les... donc il y aura de 4, 1 jusqu'à 4, 6. Ensuite, il y aura 5, 1 jusqu'à 5, 6. Et ensuite, il y aura 6, 1 jusqu'à 6, 6. Autrement dit, bon là du coup ça prend un petit peu plus de place, P de B, on va avoir donc les 6 plus 6 plus 6, 6 fois 3, 18 sur 36, 1 demi. Hop là, et le C, bon hop, pareil, cette fois-ci c'est le deuxième chiffre supérieur ou égal à 3. Bon, le petit C, le grand C, 3 petits points. On va se retrouver à avoir tous les tirages où le premier chiffre est égal à 3. Pardon, le deuxième chiffre, excusez-moi. Tous les tirages où le deuxième chiffre est égal à 3, donc il y en a 6. Deuxième chiffre égale 4, re 6. Deuxième chiffre égale 5, re 6. Deuxième chiffre égale 6, re 6 tirages. On a donc 6 fois 4, 24. C'est-à-dire, si on fait un calcul savant, ça nous fait du 2 tiers. Pourquoi c'est pas juste 4, 5, 6, il ne nous intéresse pas le deuxième? Pourquoi c'est pas juste 4, 5, 6? Il ne nous intéresse pas le deuxième. Bah, le tirage 4, 1, c'est pas le même que le tirage 4, 2, donc il faut les comptabiliser. Sinon vous auriez dit, si vous mettez 3 sur 36, là vous êtes complètement dans l'erreur malheureusement.
Donc attention, il faut bien, non. Alors après, on pourrait se dire que le deuxième chiffre n'a pas d'intérêt, et puis du coup, j'ai 3 possibles pour le deuxième sur 6, 3 sur 6, 1,5. Ce qui marcherait aussi. Alors, pour une intersection, devrait pouvoir les caser juste ici. Alors, il nous faut A inter B, A inter C, B inter C. Alors, A inter B. La somme vaut 7 avec un premier chiffre supérieur ou égal à 4. Donc là, c'est assez facile de les lister. Premier chiffre supérieur ou égal à 4, donc on va commencer par 4. Et vu que la somme est censée valoir 7, on va avoir 4, 3. Ensuite, on va avoir 5, 2. Et ensuite, on va avoir 6, 1. Donc, P de A inter B, ça se calcule directement. C'est 3 sur 36. Et, alors je les entourer un petit peu au fur et à mesure. Alors le P de A, il était là. Le P de B, il était là. Le P de C, il était là. Donc ici, si vous regardez P de A inter B, 3 sur 36, ça coïncide bien avec P de A fois P de B, parce que si on fait un demi fois un sixième, ça fait un douzième, ce qui correspond à ça. Donc, par rapport à ce qu'on veut, on a déjà, premier temps, A et B qui sont indépendants. On fait le même principe pour A et C, B et C. Alors, A inter C. Alors, cette fois-ci, on veut que la somme fasse 7. Et on veut avoir le deuxième chiffre supérieur ou égal à 3. Donc, on aura 4 tirages qui vont correspondre. On va avoir le deuxième chiffre supérieur ou égal à 3. 4, 3. Ensuite, on aura 3, 4. Ensuite, on aura 2, 5. Et ensuite, on aura 1, 6. P de A inter C va donc être égal à 1, 2, 3, 4 sur 36. 4 sur 36, ça fait 1 neuvième. Et ça fait P de A fois P de C. Hop, bougez pas, je vais réécrire un tout petit peu celui-là. Tout simplement parce que si on fait P de A fois P de C, on va avoir 2 sur 18 égale 1 neuvième. Donc ça marche. Et là on fait le petit dernier. Donc je l'ai dit, hein, c'est pas l'exemple le plus joyeux qui soit, hein, c'est juste un peu fastidieux, mais c'est important pour vérifier que, pour voir concrètement que, ah bah oui, des fois ça marche, deux ados indépendants n'appliquent pas mutuellement dépendants. Alors B inter C, cette fois-ci, premier chiffre plus grand que 4, deuxième chiffre plus grand que 3. Donc on va avoir 4, 3, 5, 3, 6, 3, première fournée. Et ensuite, même principe, 4, 4, 5, 4, 6, 4, etc. Donc au final, je vais devoir passer à l'écran d'après, je pense, ce sera plus simple. Je fais juste un petit copier-coller. Mince, je suis en train de bouger ça, ce qui n'est pas une bonne chose. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je vous laisse juste 5 secondes. Bon, après, sinon vous le récupérerez. Hein, c'est juste du calcul. Ils ont fait des listes. Je passe à la page suivante. Hop. CTRL V. Hop. Je le remets en haut. Et on repart comme si on n'avait rien vu. Alors, pour B inter C. Alors, on en était où? Alors, ce qu'on veut, c'est... Ah, j'aurais peut-être dû reprendre sur ma page précédente mon petit machin là. Tac. Aussi. Voilà, histoire de pas l'oublier en route. Alors, B inter C. Donc, premier chiffre plus grand que 4, deuxième chiffre plus grand que 3. Donc, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 4, etc. Donc, même principe avec
Ensuite, 4, 5, 5, 5. Oula, faut vraiment décrypter là. 5, 5 et ensuite 6, 5. Et les trois derniers, 4, 6, 5, 6, 6, 6. Morale P de B intercé. On va se retrouver avec, donc il y en a 3, plus 3, plus 3, plus 3, 4 fois 3, 12. Sur 36 possibilités. Ce qui fait un tiers. On regarde vite fait avec la page précédente. P de B, 1,5. P de C, 2 tiers. 1,5 fois 2 tiers, 1 tiers. On est bon. On s'amuse bien hein, le jeudi matin. Hein. Alors, P de B intercé égale P de B fois P de C. Et conclusion du coup à ce niveau-là. On a donc A, B, C, 2 à 2 indépendants. Donc on a toutes les intersections possibles de deux des événements. À chaque fois, on a vérifié que la formule P du produit de l'intersection est égal au produit de proba. Et pour le dernier truc qui nous reste, A inter B inter C. Cette fois-ci, là, ça va être beaucoup plus restreint. A inter B inter C. Hop, bougez pas. On veut la somme fait 7 avec le premier chiffre plus grand que 4 et, le deuxième chiffre plus grand que 3. Bah là, c'est vite vu. On aura juste 4, 3. Conséquence, P de A inter B inter C. Mince. Va être égal à 1 sur 36. Mais P de A fois P de B fois P de C. Donc encore une fois, on compare la probabilité de l'intersection avec le produit des probas. Ici avec nos trois événements. Alors si je reprends la page précédente, alors P de A ça fait 1 sixième fois 1,5 fois 2 tiers. Ça fait donc 1 sixième fois 1 tiers, ça fait 1 18e. Autrement dit, hop, je vais mettre en couleur ça. Donc là, les deux fractions sont différentes. Conclusion. A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants. Il n'y a qu'une seule des égalités qui coince, mais ça suffit. Ne sont pas mutuellement indépendants. Alors, déjà là, vous voyez que ne serait-ce que pour 3 événements, c'est assez fastidieux. Donc, en général, on va rarement vous le demander pour 4 ou 5 événements, parce qu'on a un petit peu de choses à faire. Donc, ce qui va se passer, classiquement, il faut lire entre les lignes, jusqu'à 3 événements, peut-être qu'on peut vous demander à la main, si vraiment on veut vous faire un truc un peu calculatoire, de vérifier que les événements sont 2 à 2 indépendants, mutuellement indépendants. Si il y en a plus, typiquement ça veut dire qu'à un moment donné ça coince. Donc des fois il y a des questions avec 4 ou 5 événements, on vous demande s'ils sont mutuellement indépendants, bah, vous devez lire entre les lignes et voir que typiquement un petit peu plus haut, ah oui mais alors à cette question là j'avais une intersection, à la question d'en dessous j'ai fait les probabilités séparées, si je fais le produit, ah bah ça correspond pas. Donc typiquement vous partirez plus souvent sur un contre-exemple, excusez-moi, s'il y a beaucoup d'événements. Alors, voilà, donc vous auto-répondez, c'est très bien. On repart sur
notre cours, et cette fois-ci on va juste le dérouler jusqu'à la fin. Il reste une petite propriété, c'est gagné. Alors propriété qui avait été évoquée, alors on va pas la démontrer, hein, c'est juste plein de petits calculs dans tous les sens. L'idée générale c'est que si vous avez plein d'événements indépendants, que ça soit deux AD ou mutuellement, il y a les deux versions, vous pouvez remplacer chacun des événements par son complémentaire ou pas, comme vous le sentez, ça restera, vous aurez la même notion d'indépendance. Alors pour le formaliser, on considère une famille de BI, où chacun des BI peut désigner soit AI, soit AI bar, à volonté, à votre guise. Si les AI sont deux AD indépendants, tous les B1 BN sont indépendants, sont deux AD indépendants, et idem avec mutuellement indépendants. Alors ça, c'est dans certaines situations, ça permet juste de dire ah oui, bah là, j'ai au lieu de A et B, j'ai A et B bar, c'est pas grave, ils sont aussi indépendants. C'est tout. Hop, pour ce petit chapitre, on est bouclé. Donc on va gentiment passer sur quelques exercices, parce que là par contre on a du boulot. Il faudra que je refasse un petit point à l'occasion sur les exercices éventuels qu'on a laissés en suspens. De votre côté, n'hésitez pas, parce que là du coup c'est vrai qu'on fait passer un peu tout à la volée. S'il y a des exercices qu'on a laissés de côté sur un chapitre quelconque, ça déjà linéaire, de l'intégration, un exercice qui vous a beaucoup surlupiné, vous pouvez me le signaler, et ou bien si ça me semble pertinent, on peut le reprendre un petit peu en classe entière, ou bien sinon je vous mets des indications de correction sur une feuille ou sur un truc que j'écris à l'écran, puis qu'après je vous le diffuse quoi. Donc n'hésitez pas, parce que là on compte beaucoup sur votre autonomie en ce moment, donc n'hésitez pas à signaler des choses comme ça fait partie du jeu. Alors, au niveau exercice, il nous reste un petit quart d'heure, ça clôt le programme du DS. De toute façon, en vrai, comme je l'avais un petit peu évoqué, le programme du DS, si je pars sur un petit exercice d'intégration, il n'y aura pas forcément propriété conditionnelle. Alors après, il y avait aussi la question des projecteurs. Alors en vrai, de toute façon, s'il y a des projecteurs symétrie dans un problème, dans tous les cas, c'était quelques questions et au pire, je vous enlève certaines questions et puis je vous remplace par autre chose. Bon, je ferai un truc un petit peu à ma sauce pour samedi 16 mai quoi. Mais oui, par rapport au programme du DS, oui, de toute façon, on est largement bon. Alors, au niveau exercice, donc on a fait Monsieur Machin qui mange à la cantine, on a fait la particule qui se déplace sur un tripôle magnétique. Le 9 et 10, bon, c'est pas prioritaire, c'est la formule de Bayes. Un que j'aime bien, qui est pas forcément évident des fois, il faut encore une fois juste bien le formaliser, c'est l'exercice 1. Alors, étant donné que officiellement, demain c'est férié, on va corriger le... Ah, le cavalier, le chevalier. Ah oui, le chevalier méré, c'est vrai. Il faut qu'on y pense. Alors, je continue sur mes pensées. Officiellement, demain c'est férié. Donc, a priori, je pensais vous laisser tranquille. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que je vous laisse tranquille ou pas d'accord? Je vais vous manquer cruellement et vous aurez voulu qu'on fasse un truc. Mettez avec des petits d'accord, pas d'accord. Alors, pas forcément dans le chat, mais dans le truc. Voilà, donc tout le monde est d'accord pour que je laisse tranquille. Ok. Alors, en revanche, alors attention, laissez tranquille. Niveau classe virtuelle, pas niveau exercice à faire. On s'était bien compris. Donc, niveau exercice à faire, oui. Donc, si je vous laisse tranquille niveau classe virtuelle, en revanche, il faut que vous ayez un petit peu de boulot d'exercice à faire. Alors, typiquement, le 1, que vous allez pouvoir commencer maintenant. Ensuite, après, c'est un peu. Il est aussi, on lance une pièce et en fonction de la pièce, où est-ce qu'il est? Je l'aime bien celui-là. Tac, 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 tac. Oui, voilà, c'est ça. C'est le 6, il est rigolo aussi. Ah, ça a déplacé mon truc. Voilà. L'exercice 6, il est rigolo parce qu'il y a une combinaison. On commence par lancer un dé et en fonction du résultat du dé, on lance un autre dé. Non, en fonction du résultat de la pièce, on lance un dé ou l'autre.
et après on s'interroge sur ce qui peut se passer. Tac, 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 tac. Et est-ce que j'en ai un troisième ou pas? Bah, le chevalier de Méré. Bah, du coup, lundi, hein. Ce serait pour lundi, tout ça. Donc, pour lundi, l'exercice 1, l'exercice 6, probabilité conditionnelle, ainsi que l'exercice de chevalier de Méré, qui était le je sais plus combien. Ça, je vous laisserai vérifier.